Journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Feu d'artifice à Rio de Janeiro, cris de joie à Sao Paulo. Les grandes villes brésiliennes ont fêté la victoire de Lula à la présidentielle. 2 millions de voix le séparent de Jair Bolsonaro. L'écart le plus serré entre deux finalistes depuis le retour de la démocratie au Brésil. Lula revient donc au sommet de l'État 12 ans après avoir quitté la présidence sur des accusations de corruption. Jean-Claude Gérès, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Rio de Janeiro. On attend toujours la prise de parole du battu, Bolsonaro. Ses partisans, en revanche, parlent à sa place entre colère et amertume. Eh bien, sans doute, l'ambiance était plutôt morose parmi les partisans de Jair Bolsonaro. Dans le quartier de Copacabana, certains avaient du mal à cacher leur amertume en voyant les électeurs de Lula crier et chanter leur joie tout en arborant de larges drapeaux. Marcos, la cinquantaine, vêtu d'un maillot de l'équipe du Brésil, était plutôt énervé. J'éprouve de la tristesse, je suis blessé. Bolsonaro ne va pas transmettre le pouvoir. Il a jusqu'à janvier pour le faire et donc il va évaluer la situation car il y a clairement de la triche et de la corruption. Lorsque le décompte des voix a laissé apparaître la victoire de Lula, les électeurs de Bolsonaro ont rapidement quitté les terrasses de café. Patrick, lui, est resté avec sa famille. Je suis frustré. J'ai déjà voté pour Lula, mais il m'a déçu. Donc je voulais un pays différent. Je ne voulais pas que mon pays soit représenté par une personne qui a volé et qui a fait tout ce qu'il y a de pire pour le Brésil. Comme d'autres, il a attendu une déclaration de Jair Bolsonaro, en vain, puisque le président sortant ne s'est pas présenté devant la presse pour reconnaître sa défaite. Ses proches ont même indiqué qu'il était allé dormir. Jean-Claude Gérès, correspondant d'Europe 1 à Rio de Janeiro. La victoire de Lula saluée par les dirigeants internationaux. Élection libre et juste pour le président américain Joe Biden. Poutine félicite Lula et souhaite une coopération constructive. Emmanuel Macron, pour sa part, estime que cette victoire ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Et ne manquez pas le regard de Vincent Hervouet sur ce résultat présidentiel au Brésil. Ce sera tout à l'heure à 7h40. Pour l'heure, 7h02, l'actualité en France, c'est la mobilisation anti-bassine à Sainte-Soline. C'est dans les Deux-Sèvres, entre Niort et du côté de Niort. L'État prêt à tout pour empêcher la naissance d'une nouvelle ZAD. C'est très clair. 1000 gendarmes sont toujours mobilisés. Ils le resteront autant qu'il le faudra, sur Gérald Darmanin. Le face-à-face avec les opposants à ces bassins de rétention d'eau artificielle a été émaillé de nombreux affrontements ce week-end. Le ministre de l'Intérieur dénonce l'écoterrorisme de certains militants écologistes. Jacques Serret, l'exécutif n'a qu'une obsession, éviter un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'est l'objectif premier de Gérald Darmanin, qu'aucune ZAD ne prenne place à Sainte-Soline. Je laisserai 1 millier de gendarmes dans le département des Deux-Sèvres. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes. Un message de fermeté, donc, le ministre de l'Intérieur allant jusqu'à dénoncer, je cite, de l'écoterrorisme. 61 blessés ont été comptabilisés chez les gendarmes, dont 22 grièvement. Sauf que voilà, les moyens d'action de la force publique sont limités. Les manifestants sont actuellement sur un terrain privé. Impossible à ce stade de les déloger, selon le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Évidemment, ça peut paraître un moment où on se dit, après tout, il pourrait y aller plus fort, mais la vérité, c'est que la grande force d'une démocratie, c'est de respecter la loi et d'avoir un usage proportionné de la force. On n'est pas dans un état totalitaire. On n'est pas en Chine et on n'est pas en Russie. Donc chez nous, il y a des règles de droit qui s'appliquent. Et c'est la force d'une démocratie. C'est aussi le barrage de Sivins qui est dans tous les esprits. Rémi Fraisse, un militant écologiste, y avait perdu la vie. De la difficulté pour l'exécutif d'employer la manière forte, au risque, une fois de plus, de subir la situation. Jacques Serret, du service politique d'Europe 1. EDF rallume aujourd'hui le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Chinon. C'est l'occasion de faire le point sur le calendrier de remise en route des réacteurs à l'arrêt. Un calendrier perturbé en partie par la grève levée depuis jeudi après l'accord signé entre syndicats et direction. EDF va donc mettre les bouchées doubles pour tenir les délais avant l'arrivée de l'hiver. Redémarrage aujourd'hui à Chinon. D'autres devraient suivre dans les prochains jours. Margot Faudéré. Selon EDF, les prochains réacteurs sur la liste sont les réacteurs numéro 3 de Cruas et Gravelines les 5 et 8 novembre prochains, soit au moins 10 jours de plus que les dernières dates qui avaient été communiquées à Europe 1. Un retard dont les grèves n'expliquent qu'une partie, selon Nicolas Goldberg, expert de l'énergie chez Columbus Consulting. Ces grèves, elles ont duré 4 semaines. Elles durent depuis fin septembre et là, elles sont en passe de se résoudre. Donc de toute façon, on ne pourra pas avoir pris plus de 4 semaines de retard sur le planning de maintenance en raison des grèves. Jeudi dernier, 27 réacteurs étaient encore à l'arrêt chez EDF, essentiellement pour maintenance, alors que l'entreprise voulait faire revenir tous les réacteurs sur le réseau pour l'hiver.
Un planning qui, même sans les grèves, était trop ambitieux pour Nicolas Goldberg. La prévision d'EDF, début septembre, c'est qu'on devait remonter à 57 gigawatts en février. Là, vu les grèves, vu la progression constatée des maintenances, on sera plutôt entre 45 et 50 gigawatts. Un volume d'électricité qui laisse présager un hiver tendu, mais qui pourrait tout de même être traversé sans coupure. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. À Marseille, une mère de famille reconnaît avoir poignardé et tué son fils autiste de 11 ans. Aveu passé hier soir au cours de sa garde à vue. Elle a expliqué qu'elle ne supportait plus ces crises. Elle sera présentée à un juge d'instruction dans la journée. 7h06, nous prenons maintenant la direction de la Chine. On savait que le régime surveillait étroitement sa population. Ce que l'on sait moins, c'est que ce contrôle s'étend à l'étranger, y compris en France. C'est un rapport d'une ONG qui l'assure. Pékin aurait installé une 50aine de postes de police clandestins pour épier les moindres faits et gestes de ses ressortissants. Enquête en cours au Canada, en Irlande et aux Pays-Bas. Au moins 3 officines seraient basées en France. Le régime chinois reconnaît leur existence, mais dément faire la chasse aux dissidents. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. La Chine appelle ses opérations de police à l'étranger la chasse au renard. Selon le rapport de cette ONG, 230 000 Chinois accusés de crimes ont été rapatriés depuis un an. Il s'agit de traquer des fonctionnaires corrompus, des dissidents politiques, voire d'organiser des enlèvements, ce qui est déjà arrivé en Thaïlande par exemple, où des Chinois ont été ramenés de force dans leur pays. Ces opérations durent depuis une dizaine d'années. Alors la Chine ne dément pas avoir des fonctionnaires de police à l'étranger, mais elle affirme qu'il s'agit de venir en aide à ses ressortissants pour effectuer des démarches administratives. Écoutez le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin. Ces déclarations sont complètement fausses. Les organes de sécurité publique chinois combattent résolument toutes sortes d'activités criminelles transnationales, conformément à la loi, et respectent la souveraineté judiciaire des autres pays. Mais ici en Chine, plusieurs personnes m'ont confirmé avoir été surveillées lors de leur voyage à l'étranger. Certains m'ont confié avoir été appelés directement sur leur portable, menacés ou contactés via leur famille restée en Chine pour leur dire en quelque sorte « Attention, on vous surveille ». Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Au moins 132 morts en Inde après l'effondrement d'un pont dans l'ouest du pays. Bilan loin d'être définitif selon les autorités qui poursuivent les recherches. Plusieurs centaines de personnes se trouvaient sur ce pont suspendu de 233 mètres de long. L'ouvrage qui enjambe une rivière a brutalement cédé après la rupture des câbles de soutien. Et puis viens faire un petit tour dans ma région. Les influenceurs appelés à la rescousse des destinations réputées peu attrayantes. La réputation souvent injuste, mais les clichés que voulez-vous sont parfois tenaces. Au lieu de passer par des campagnes de publicité classiques, les régions délaissées se tournent vers les réseaux sociaux pour attirer les touristes. Facebook, TikTok, Instagram ou encore YouTube. Elles peuvent compter sur ce que l'on appelle les influenceurs voyage. Oui, explication, Louise Douillet. Réaliser des vidéos de voyage, c'est le métier du duo Les Coflocs. Florian raconte. 5 ou 6 activités dans la journée, du sport, beaucoup de dégustations, les logements insolites. Donc nous, on va tester ça, on va filmer et on va faire parler les ambassadeurs locaux pour savoir pourquoi ils ont ce territoire dans le cœur et dans le sang. Quasiment 3 millions d'abonnés suivent leurs aventures sur YouTube. L'objectif, c'est d'inspirer, de susciter l'envie de voyager. Et ça marche, explique Laurent. On reçoit pas mal de beaux retours. On a travaillé pour le département de l'Eure il y a quelques années et on a des gens qui sont allés dans les mêmes chambres d'hôtes, qui ont fait les mêmes activités. Partenariat passé aussi avec le département de la Marne. Le chargé des réseaux sociaux Thibaut Ferrat est ravi. Ce sont des gens qui ont les codes des réseaux sociaux et ce sont des contenus qui derrière pour nous fonctionnent très bien. Ça permet effectivement de toucher des publics plus jeunes, mais pas que, des publics peut-être qui pensaient que c'était un département qui était hors de leurs moyens alors que ce n'est pas le cas. Le département dépense entre 5 000 et 10 000 euros par séjour selon l'influenceur, beaucoup moins qu'une campagne de publicité classique. Louise Douillet, allez, un mot de football. Première victoire des Lyonnais sous l'ère Laurent Blanc. L'OL bat Lille 1-0 en clôture de la 13e journée de Ligue 1 hier soir. Merci beaucoup Christophe Lamar. Un très beau rendez-vous ce soir dans Europe 1 Sport. D'ailleurs, Olivier Krombols, l'entraîneur de l'équipe de France féminine de hand, sera l'invité d'Europe 1 Sport. C'est à ne pas manquer. Merci mon cher Christophe. Dans 10 minutes, Twitter qui perd des annonceurs. Meta, la maison mère de Facebook, moins 70% de sa valeur en bourse depuis le mois de janvier. Bon, rien ne va plus pour les grands réseaux sociaux. Ce sera l'édito écho de Nicolas Bouzou à 7h20. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe.